professeur Arnaud Cherperel, professeur de pneumologie à la faculté de médecine de l'Université de Lille et chef du pôle cardiovasculaire et pulmonaire, ainsi que coordinateur d'unité Covid-19 au CHU de Lille, notamment l'unité Covid médicale et l'unité de soins intensifs respiratoires. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler des signes respiratoires induits par le virus SARS-CoV-2, c'est-à-dire la clinique et l'imagerie respiratoire dans la Covid-19. Je vous ferai un très bref rappel physiopathologique de la Covid-19 pour introduire le sujet et nous parlerons donc des signes cliniques puis des signes radiologiques. D'abord, un peu de physiopathologie mais très rapide, donc juste pour vous dire, puisque vous avez déjà eu des présentations disponibles sur le sujet, que dans l'infection du virus SARS-CoV-2, il y a une première phase qu'on va dire surtout infectieuse, où le virus va envahir les tissus, notamment les tissus respiratoires, provoquant un certain nombre de dégâts et également une réaction inflammatoire et immunitaire. Cette phase inflammatoire peut soit perdurer, et à ce moment-là, dans un certain nombre de cas, 10 à 15 jours après le début des symptômes, aboutir à un phénomène qu'on appelle d'orage cytokinique, de dégâts inflammatoires qui peuvent toucher le poumon, voire d'autres organes. Ces atteintes pulmonaires donc, sont prédominantes et sont une des principales causes de mortalité des sujets touchés par la Covid-19. Il s'y peut y associer également un risque élevé de thrombose vasculaire et donc d'embolie pulmonaire qui surajoute des risques pulmonaires pour les sujets. Voici encore un autre schéma qui montre ces dégâts, que ce soit sur le schéma d'en haut dans le poumon, mais également dans les vaisseaux, donnant des caillots et donc un risque d'embolie pulmonaire. Pour les signes cliniques, je n'aborderai pas de façon détaillée les signes d'exacerbation d'une maladie respiratoire sous-jacente, comme une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, notamment, ou un asthme ou une autre insuffisance respiratoire chronique restrictive ou autre pathologie pulmonaire. Je ne détaillerai pas non plus les signes d'embolie pulmonaire qui, comme je vous l'ai expliqué, sont une complication fréquente des formes graves de Covid-19, mais qui sortent du sujet de cette présentation. Donc, je vous ai parlé de la BPCO parce que cette BPCO, dès les premières séries chinoises, a été montrée comme un facteur de risque important de formes graves de Covid-19. Donc, on peut avoir malheureusement fréquemment des sujets qui ont une pathologie respiratoire sous-jacente, soit une BPCO par exemple, ça peut être aussi un cancer du poumon, qui également donne des risques supplémentaires de formes graves de Covid-19. Dans l'évolution de la maladie, donc en général, après le début d'apparition des symptômes, les sujets étaient admis en moyenne 7 jours après le début de ces symptômes, quand ils devaient être hospitalisés. La dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, apparaît en moyenne 8 jours après le début des symptômes, et on a vu que les sujets qui évoluaient vers des formes graves, souvent c'était dans les jours suivants, vers le 9e, 10e jour, avec un passage à ce moment-là de services médicaux en service de réanimation ou soins intensifs. Donc, parmi les symptômes les plus fréquents de la Covid-19, on a deux symptômes majeurs respiratoires qui sont la toux et la dyspnée, donc l'essoufflement, qui sont évidemment associés aux autres signes habituels que sont la fièvre, la fatigue, etc. Mais bien entendu, tous les organes peuvent être touchés, comme on l'a vu sur le plan cardiaque, musculaire, neurologique, etc. Ces symptômes respiratoires, selon les séries qui ont été rapportées de Chine puis d'Europe et des pays occidentaux, on a vu qu'en moyenne, la dyspnée pouvait être présente dans 20 à 40% des cas, et la toux est un signe beaucoup plus fréquent puisqu'il peut être dans 80% chez des patients. Si on compare par exemple à un autre virus comme la grippe, vous voyez, la toux est à peu près dans la même proportion. L'essoufflement est d'ailleurs un petit peu plus fréquent encore dans la grippe. Donc c'est vraiment un signe classique d'atteinte, mais il fait ici dans le Covid-19 toute la gravité de l'atteinte de la maladie. Donc voici une autre série. De nouveau, vous voyez, on retrouve la toux dans plus de 70% des cas, l'essoufflement un petit peu moins fréquent, environ 21% des cas, mais je vous ai entouré volontairement un élément très important en dessous, c'est la fréquence dans cette série ici chinoise, mais qu'on retrouve dans d'autres séries, des anomalies sur l'imagerie thoracique, jusque sur le scanner. Vous voyez, jusqu'à plus de 70% des patients avaient des anomalies scanographiques pulmonaires. Donc il peut y avoir une dissociation entre la plainte du patient, qui se plaint assez peu d'essoufflement, par rapport à la fréquence importante des atteintes respiratoires sur l'imagerie. Donc quelles sont ces atteintes potentielles de l'imagerie? Donc je vais passer un peu aux signes radiologiques. Alors évidemment, souvent le premier examen qui peut être demandé peut être une radiographie standard des poumons.
Le défaut, c'est qu'elle manque de sensibilité parfois pour détecter des anomalies dues à la Covid-19. Elle peut être intéressante pour rechercher d'autres diagnostics, donc faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, mais elle n'est donc pas systématique si le patient ne se plaignait pas automatiquement d'anomalies, surtout en ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ce qu'on appelle des images en verre dépoli, c'est-à-dire un peu comme si vous regardiez à travers une vitre opaque, mal nettoyée par exemple, ou des signes de condensation localisés, bilatérales, voire ce qu'on appelle un syndrome interstitiel. Je vais vous montrer des images. L'examen beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est le scanner thoracique, parce qu'il est très sensible, il est beaucoup moins spécifique, par contre. Il est intéressant donc parce que parfois on avait des sujets qui se présentent avec un tableau clinique typique de Covid-19, mais leur PCR est négative, et donc on fait le scanner thoracique chez ces sujets et on peut redresser le diagnostic. Vous voyez, jusqu'à un tiers des patients dans cette série, grâce à la visualisation, vous allez voir, d'anomalies très évocatrices de Covid-19. Donc ces anomalies sont assez similaires aux pneumopathies virales comme la grippe ou d'autres virus, VRS, etc. On peut voir des atteintes bilatérales plutôt inférieures et périphériques qui sont au maximum 10 jours après l'apparition des symptômes. Donc voici par exemple des exemples de ce qu'on peut voir. Alors, on peut voir du verre dépoli, comme vous voyez ici sur l'image orale, donc cet aspect un peu de vitre sale, comme on dirait. Vous pouvez voir des aspects de condensation localisée, aussi sur le poumon à gauche. Parfois également des aspects un peu réticulés associés à du verre dépoli. Et puis également voilà, des images qu'on appelle des lignes sous-pleurales, qui suivent la paroi thoracique et la plèvre. Alors, ces anomalies donc, peuvent être bilatérales. On voit ici un aspect typique initial d'atteinte bilatérale à type de verre dépoli qui est périphérique dans le poumon, donc sous-pleural. Alors, c'est évocateur, mais attention, ça n'est pas synonyme de Covid-19, ça n'est pas pathognomonique de ce type d'infection, puisque vous pouvez le retrouver dans d'autres virus, par exemple, ou parfois d'autres types d'atteintes. Alors, ici, on voit une forme d'atteinte beaucoup plus sévère, ce qu'on appelle en termes radiologiques du crazy paving. Vous voyez des aspects un peu par pavé, entre guillemets, dans le poumon des deux côtés, avec du verre dépoli, mais également des réticulations, et qui peuvent malheureusement aboutir donc à une détresse respiratoire aiguë, et parfois également à des séquelles assez importantes, comme on peut l'imaginer. Voici par exemple l'évolution d'un patient dans un rapport de Covid. Et vous voyez donc l'apparition progressive à partir du scanner normal à gauche de petites plages de verre dépoli qui va se majorer, qui va donner des condensations avec parfois une pneumonie qui est beaucoup plus organisée, qui peut totalement se résoudre sans séquelles dans la plupart des cas et parfois malheureusement aboutir à des formes plus graves. Ici de nouveau une autre forme, vous voyez, de verre dépoli au premier jour à gauche, qui va se condenser de façon beaucoup plus importante, se bilatéraliser, puis peu à peu se résoudre avec des petites lignes septales dans le temps. Donc ici, ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui qui sera traité par nos amis réanimateurs, mais vous voyez, donc parfois on aboutit à des formes extrêmement graves qui vont donner ce qu'on appelle sur le plan clinique un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec un manque d'oxygène majeur pour le patient, comme on peut l'imaginer avec une atteinte extensive des poumons. Ces atteintes peuvent cependant se résoudre totalement dans le temps, ou parfois, malheureusement, dans certains cas, laisser des séquelles de type fibrosante. Alors, on a des formes plus rares de type pneumodiastème, mais je passe, que c'est très atypique. Également, on peut avoir ce qu'on appelle une hémorragie intra-alvéolaire, donc également du verre dépoli, mais avec un peu de liquide rosé quand on aspire dans les poumons, voire un peu de sang. C'est souvent des formes plus graves de type d'atteinte virale. Alors, l'évolution, comme je l'ai dit, heureusement, c'est une guérison dans quasiment tous les cas. La surinfection bactérienne de l'infection par le Covid-19 est peu courante. Et donc, comme je vous le rappelle, l'essoufflement arrive en moyenne 5 à 8 jours après le début des symptômes et peut donner par la suite, dans certains cas, mais heureusement pas les plus fréquents, une détresse respiratoire aiguë. Il faut également se méfier que le Covid-19 peut donner d'autres atteintes cardiaques, rénales, qui peuvent se traduire par un essoufflement. Donc il faut rechercher parfois ces atteintes cardiaques, myocardite ou autres, troubles du rythme, atteintes rénales qui donnent une insuffisance rénale et qui se traduisent donc par cet essoufflement, par surcharge pulmonaire. Donc si on récapitule, l'atteinte respiratoire, dont parfois malheureusement associée à une embolie pulmonaire, c'est la forme la plus sévère, en général Covid-19, qu'on a vue parmi nos patients hospitalisés, et c'est souvent la principale cause de décès également chez les patients les plus graves en réanimation et soins intensifs. Mais il faut rechercher aussi d'autres atteintes cardiaques rénales qui peuvent se traduire par un essoufflement, par une dyspnée. Les traitements que je n'aborde pas ici vont être adaptés en fonction de la phase initiale plutôt infectieuse ou inflammatoire par la suite
de la Covid-19. Et vous aurez également une présentation disponible sur les séquelles pulmonaires de la pneumonie à SARS-CoV-2, parfois également de l'embolie pulmonaire, qui ne sont pas systématiques heureusement, mais qui peuvent intervenir. Et donc il faudra se méfier chez des patients quand on les revoit un mois ou deux, par exemple, après la fin de leur infection. S'ils se plaignent encore d'un essoufflement, il faut absolument consulter un pneumologue pour explorer cet essoufflement persistant avec un examen clinique, des imageries et des épreuves fonctionnelles. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tout le personnel soignant des unités Covid-19 et des équipes support du CHU de Lille, également avec une grande pensée pour nos patients et leurs proches. Merci beaucoup.